Théâtre de courses invraisemblables où des faits hors du commun se produisent, là où personne n'est à l'abri d'un crash ou d'une crevaison, bienvenue à Bakou. Salut à tous, je m'appelle Georges et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi il ne faut absolument pas rater le Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est parti. Commençons par parler du tracé en lui-même, 6 km de long, 20 virages et 51 tours de course. Alors forcément, quand on observe le tracé, ce qui nous marque en premier, c'est l'immense et longue ligne droite. Cette ligne droite qui nous permet d'avoir des dépassements. Alors certes, la plupart ils sont faits au DRS, mais lorsque l'attaquant part d'un peu loin, eh bien il va conclure sa manœuvre au bout de la ligne droite. Donc autant dire que parfois ça peut donner des dépassements un petit peu sympas. On a ensuite ces nombreux virages à 90 degrés qui en demandent beaucoup aux pneumatiques. Et étant donné que ces virages sont proches des murs, tenter de passer à deux de front, c'est risquer un accrochage, un contact, bref, c'est un risque qu'il faut prendre ou qu'il ne faut pas prendre. Enfin, on a évidemment cette portion très sinueuse et technique du château où l'erreur est impardonnable. Parce que oui, là-bas au château, si vous touchez le mur, c'est une suspension de cassé, c'est une potentielle crevaison lente ou simplement la course qui se termine tout de suite. Donc dans la globalité, c'est un circuit où il y a un petit peu de tout. Des virages lents, des virages rapides, des virages et des courbes à moyenne vitesse, bref, il y a de tout. Si l'on se penche sur les éditions précédentes, on remarque qu'il s'est quasiment toujours passé quelque chose. On va commencer par 2017, lorsque Sebastian Vettel et Lewis Hamilton ont décidé de faire des bisous avec leur voiture. En fait, Sebastian Vettel a reproché à Lewis Hamilton d'avoir break testé, c'est-à-dire d'avoir freiné volontairement devant lui. La conclusion, c'est que Vettel a cassé son aileron, et pour ce faire, il allait s'expliquer directement en piste avec lui. L'année suivante, en 2018, on a eu deux faits marquants. Le premier, c'est l'accrochage entre les deux Red Bull. Max Verstappen, il a zigzagué en ligne droite et son coéquipier derrière Daniel Ricciardo, il n'a pas pu l'éviter au moment de freiner parce qu'il avait beaucoup moins d'appui aérodynamique. Le deuxième fait marquant, c'est lorsque Valtteri Bottas, qui était leur leader de la course, crève à 3 tours de la fin. Le malheureux Finlandais est obligé de repasser au stand, il change de pneu, il repart dernier, la course est finie pour lui. Enfin, pour terminer, on va parler de l'an dernier en 2021. On se souvient tous de la crevaison de Max Verstappen qui était alors seul au monde et qui allait remporter la course. Cela a par la suite entraîné un drapeau rouge et au restart, on s'est tous dit que Lewis Hamilton il allait gagner la course facilement du coup. Il n'avait plus qu'à passer Sergio Pérez. Sauf que coup de théâtre, il appuie sur un mauvais bouton sur le volant et il termine dernier de la course parce qu'il est parti tout droit. Alors oui, finit pas dernier parce que Nicolas Latifi il a été pénalisé, mais c'est tout comme. Bref, à Bakou, il se passe toujours quelque chose. Au niveau des dynamiques, comment ne pas commencer par Sergio Pérez? Le Mexicain a été victorieux le week-end dernier à Monaco et il a été au-dessus de son coéquipier tout le week-end, il n'y a rien à dire. Et même si Ferrari l'a bien aidé à prendre la victoire, il faut être honnête et reconnaître que sa stratégie a été audacieuse et qu'elle a payé. Il a dans le même temps renouvelé son contrat jusqu'en 2024 avec Red Bull, ce qui est mérité au vu de ses performances et de ce que recherche le board de Red Bull pour la deuxième monoplace. Maintenant, si l'on se focalise sur le week-end de Bakou, est-ce que Sergio Pérez va performer là-bas? Et bien la réponse est un grand oui, parce que Sergio Pérez, là-bas, il a toujours eu de bons résultats. Il a pris 3 podiums, dont une victoire avec Red Bull l'an passé. Il a à chaque fois su saisir les opportunités qui se sont offertes à lui. Ensuite, au vu des déclarations qui ont été faites ces derniers temps par Christian Horner et par le pilote lui-même, il est aujourd'hui autant dans la course au titre que Max Verstappen. Alors oui, les déclarations de Red Bull, faut toujours les prendre avec des pincettes, hein. Demande à Pierre Gasly ce qu'il en pense. Mais à l'heure actuelle, factuellement, Sergio Pérez il est 3ème du championnat avec 15 points de retard sur le leader Verstappen et seulement 6 sur le second Charles Leclerc. Donc autant dire que rien n'est joué. Et c'est normal, on est qu'à un tiers de la saison quand même. À cela, on peut ajouter le fait que si on compare à Carlos Sainz qui est le deuxième pilote de la Ferrari, eh bien il fait un bien meilleur job. Donc personnellement, j'en conclus qu'à l'arrivée de Bakou, Sergio Pérez il arrive pleine confiance et qu'il a toutes les capacités et toutes les cartes en main pour venir prendre la pole position peut-être et même prendre la victoire le dimanche. Ensuite, je voulais aborder la question du meilleur pilote britannique sur la grille en ce moment. Il est chez Mercedes et il s'appelle George Russell. Désolé Lewis, je t'aime bien pourtant. Il est aujourd'hui le seul pilote à être rentré dans les points à chaque Grand Prix. Encore mieux, le seul pilote à être rentré dans le top 5 chaque week-end. Au niveau du classement, il est 4ème, un petit point devant Carlos Sainz qui lui a une Ferrari qui est capable de jouer les victoires chaque week-end. Autant dire que la performance est tout bonnement splendide. Alors oui, Russell a eu beaucoup de chance. Beaucoup diront qu'il a profité de cette course, qu'il a eu plus de chance que son coéquipier. Mais c'est le sport auto les gars. C'est la vie, c'est comme ça, et parfois le destin il est de ton côté. Mais est-ce qu'on doit vraiment parler de chance lorsque chaque week-end il rentre dans le top 5?
Des faits de course certes, mais à un moment donné c'est peut-être le travail, peut-être qu'il se crée en fait ses chances lui-même. Les opportunités elles n'arrivent pas toutes seules comme ça. Alors comment s'annonce Bakou? Est-ce que ce sera la même chose que les week-ends précédents? On a vu à Barcelone que Mercedes avait en partie réglé le problème de marsouinage. Le problème c'est qu'à Monaco, c'est revenu en force. De plus, Bakou c'est un circuit où la puissance moteur est primordiale. Et on sait qu'en début de saison, Mercedes a beaucoup galéré avec son moteur. Là, les choses semblent être un petit peu rentrées dans l'ordre, il semble assez performant, ce qui lui a permis le temps d'un instant à Barcelone de jouer, de se mêler à la victoire. Maintenant, là où ça ne semble ne pas être s'améliorer, c'est le rythme en course. Les Mercedes sont à 1 seconde des leaders. Autant dire qu'avec autant de retard, c'est très compliqué d'espérer gagner. Donc aller chercher les leaders, c'est pas une chose aisée, ça va pas être facile, mais s'il n'y arrive pas, il sera le meilleur des autres dans tous les cas. La 5e place, c'est la priorité absolue, c'est l'objectif assumé, c'est ce que Mercedes peut aller chercher. Enfin, je voulais parler d'un pilote qui était un peu en difficulté ces derniers temps, je parle de Mick Schumacher. Il a été victime d'un crash spectaculaire le week-end dernier à Monaco, mais il faut se rappeler que c'est pas le premier de la saison. À Monaco, la monoplace s'est disloquée en deux, mais il y a eu plus violent. À Jeddah, la monoplace a tapé à plus de 200 dans un mur en béton. Aujourd'hui, à un tiers de la saison, il n'a toujours pas marqué le moindre point, et son seul succès, c'est une Q3. La comparaison avec Kevin Magnussen, elle fait assez mal quand même. D'ailleurs, le patron de l'écurie Haas, Günther Steiner, lui a envoyé une sacrée pique en interview en rappelant que certains pilotes pensent d'abord à leur carrière, mais qu'avec des crashs, il n'y a pas de carrière du tout. Donc qu'est-ce qu'on en pense de la situation de Mick? Eh bien moi je pense que ça reste tout de même sa 2e saison en Formule 1, il est très jeune, et s'il n'a pas le talent d'un Leclerc ou d'un Hamilton, du moins un talent révélé pour le moment, eh bien il faut se rappeler qu'aussi Haas c'est pas une énorme institution non plus. L'apprentissage en Formule 1 c'est pas simple, et beaucoup n'ont pas fait plus d'une seule saison en Formule 1. Donc il a besoin de temps, il a besoin de pratiquer, de faire des erreurs, de se développer. C'est toutes ces choses qu'un jeune pilote fait. Combien d'erreurs pour Lance Stroll chez Williams? Alors certes aujourd'hui il est toujours pas plus fort, mais quand même on lui a laissé du temps. Ou peut-être pas, peut-être que tout le monde lui a tiré dessus à chaque Grand Prix. Magnussen il fait de vraies performances avec la monoplace. Donc forcément Mick il se dit je peux faire pareil, je peux essayer de pousser plus la voiture. Et forcément un moment il trouve la limite et il la dépasse. Donc oui je pense qu'il va s'améliorer, ça va prendre du temps. Peut-être qu'à la fin de la saison on en saura un peu plus sur son vrai niveau. Mais faut pas non plus s'affoler, ça reste un jeune pilote et faire des erreurs c'est tout à fait normal. Ce sont des crashs qui coûtent cher à l'écurie, mais ce sont des crashs qui dans le futur ne se reproduiront pas. Du moins on l'espère. Ce week-end, on se demande si l'erreur de Ferrari à Monaco est une simple exception ou bien les démons sont de retour. On ne va pas se le cacher, c'est une erreur assez scandaleuse lorsqu'on est Ferrari, lorsqu'on est une écurie qui tente de jouer le titre mondial. Ils peuvent pas se permettre de perdre des courses comme ça. Leclerc était une classe au-dessus de tout le monde ce week-end, et largement. Et pour illustrer ça, il suffit juste de prendre le 2e tour de qualif de Charles Leclerc. Il était en train d'améliorer sa marque de 2 dixièmes, alors que lors du premier run, il avait déjà mis une pilule à tout le monde. Ferrari a commis une erreur monumentale ce week-end. Red Bull les a complètement endormis. La piste était en train de sécher et eux ils ont hésité, ils n'ont pas su quoi faire entre mettre les intermédiaires ou attendre de mettre les softs ou les hard. Pendant ce temps-là, Red Bull, ils ont vu que chez Gasly ça marchait super bien les intermédiaires, ils n'ont pas attendu plus longtemps. Ils ont mis les intermédiaires sur les monoplaces de Sergio Pérez. Résultat, il a gagné la course. Du côté chez Ferrari, dans la panique, on tente un double arrêt, c'est raté, course foutue, c'est perdu. C'était l'un des points que j'avais mis en avant dans ma vidéo sur la preview de Monaco, la gestion des arrêts au stand. Et comme quoi, je me suis pas trompé. Maintenant voilà, c'est une erreur et comme j'ai dit, ça se trouve c'est qu'une exception. Donc à voir si une situation similaire se produit, est-ce que Ferrari va mieux réagir qu'ils l'ont fait à Monaco? Ce week-end, j'ai pas forcément une attente très élevée pour Bakou, tout simplement parce qu'on sort de Grand Prix européens, Monaco, Espagne qui étaient très intenses, où on a déjà attendu plein de choses, et il y a des week-ends où c'est un peu plus calme. Donc là, je m'attends à un petit 12 sur 20, pourquoi pas. On va pas s'ennuyer, je pense pas non plus, mais il n'y a pas de pluie, la hiérarchie ne va pas forcément être bouleversée, il n'y a pas de grosses améliorations qui arrivent, ça va être une course quoi. On termine cette vidéo par la stat du week-end. En Azerbaïdjan, sur les 4 éditions qui se sont tenues, le poleman n'a remporté la course qu'à une seule reprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu éclairer votre week-end Formule 1. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et un bon Grand Prix ce week-end. C'était Georges F1, salut!